L'époque du 19e siècle, donc nous y revenons, c'est celle de tous ces sons nouveaux qui naissent de la révolution industrielle. Je pense aux machines à vapeur en particulier, y compris dans les villes. La machine à vapeur, ça faisait beaucoup de bruit. Ça fait toujours beaucoup de bruit, mais je crois qu'il faut se défier de l'idée que la révolution industrielle impose tout d'un coup un paysage sonore très désagréable dans les villes. Continuité toujours plus que rupture, c'est ça qui vous frappe? Une certaine continuité, en tout cas la manufacture, pour éviter de dire industrie, ce qui est un petit peu anachronique pour la période du XVIIIe siècle, est déjà très bruyante. Je crois que si on veut s'en convaincre, on peut peut-être recommander aux éditeurs d'écouter le bruit des maillets qui frappent dans le moulin Richard de Bas, c'est en Haute-Loire je crois, cette usine qui fabrique encore du vrai papier de chiffon, et quand on triture les chiffons avec des maillets, c'est absolument épouvantable, et on ne peut pas parler à son voisin sinon dans l'oreille. Les tréfileries qui date au moins du XVIIe siècle et qui consiste à fabriquer du fil de fer ou du fil d'or et d'argent pour la passementerie, pour la dalmatique par exemple, c'est aussi très bruyant. J'en ai entendu fonctionner. Les argues, ce qu'on appelait les argues, c'est très bruyant. Alors la machine à vapeur impose effectivement un nouveau paysage sonore, et puisqu'on en est à la machine à vapeur, il faut parler de la locomobile qui, à l'époque des battages, et il arrive de nos jours que lors des fêtes villageoises, on les remette en service, donne l'énergie à la machine qui bat le blé, et là aussi c'est extrêmement bruyant. Ça apparaît quand, la locomobile? La locomobile, c'est les années 1870-80. Bon, il y a en même temps une rupture importante, c'est bien sûr quand arrive la capacité d'enregistrer et de reproduire le son. L'arrivée du micro, du haut-parleur, de ce point de vue-là, est une rupture fondamentale. Et il y a plusieurs choses. Il y a le haut-parleur, il y a l'enregistrement, amplifier la voix, l'enregistrer et la reproduire. Alors, quelques mots peut-être à cet égard. Les premiers essais de haut-parleurs datent de l'extrême fin du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle s'est passionné pour l'acoustique. Le mot d'acoustique date de 1700. Il est créé par un certain Joseph Sauveur, assez, je sais pas s'il faut dire méconnu ou inconnu, qui s'est intéressé à la physiologie de l'oreille, à la reproduction des sons, etc. Hommage lui rendu grâce à vous. Voilà. Vive Sauveur. Et le voyageur de la RATP peut voir à la station Bastille, n'est-ce pas, dans la grande fresque sur l'histoire de la Révolution, une de ces machines à amplifier le son qu'on avait tenté d'imposer à la Convention et qui n'ont pas donné de bons résultats. Et le microphone, c'est en fait 1878 pour amplifier le son. Enregistrer, c'est une autre affaire et ça arrive à peu près au même moment, c'est-à-dire dans les années 1878-80, Charles Cros en France. Il a beaucoup de qualités, mais c'est pas un homme d'affaires. Moyennant quoi, l'année d'après, c'est Edison qui récupère l'invention et qui la diffuse. C'est avant 14 que Ferdinand Bruno commence d'enregistrer ce qu'on a appelé les archives de la parole. Oui, je suis heureux que l'on évoque cela parce que ça me paraît très important. Ferdinand Bruno est un peu le linguiste officiel de la Troisième République, comme il y a un géographe officiel, Vidal de la Blache, un historien officiel, bien sûr, Ernest Lavis. Et ce linguiste officiel arrive à arracher à la Troisième République des crédits pour créer les archives de la parole, effectivement, en 1911. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'enregistrer des sons dont certains sont très importants car on les a entièrement perdus de nos jours, en particulier le langage employé par les agriculteurs pour parler à leurs bestiaux. C'est quelque chose qui est maintenant à peu près disparu depuis peu de
temps, depuis les années 60-65, mais c'est un pan de la culture rurale qui est perdu. Qui faisait partie du bruit alentour. Qui faisait partie de ce paysage sonore, du bruit, et Bruno les a fait enregistrer sur des gros rouleaux de cire qui étaient tirés par un char à bœufs. On a enregistré aussi l'ancienne servante de Georges Sand, et en particulier Sous le pont Mirabeau, lu par Guillaume Apollinaire. Marchez donc à quatre pattes, sur ces coussins de chiffon, assis comme des culs de jatte. Le seul ennui dans la maison, c'est la minceur de mes cloisons. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il faut prendre bien garder l'âge. Pas trop fort, à cause du comptable qui travaille à l'étage au-dessous. Nos transports lui sont insupportables. Chaque bruit rend le comptable fou. Une porte qui grince, une quinte de tout. Un cri quand on me pince, Un cri quand on attend tout. Comptable entend tout. pas de sort que celui du comptable. Qui travaille À l'étage au-dessous, Son labeur est sombre et respectable, et le pauvre bonhomme est sans dessus-dessous. un bruit de rien du tout. rend le comptable fou. Pourtant on s'était mis en tête, ce soir en arrivant chez vous, que nous ferions un peu la fête. Oh mes amis, vous êtes fous. Pourquoi déboucher ce champagne? De ce bouteille, mais c'est bien trop. Oui, c'est bien Oui, trop. soudain le vertige me gagne, et tout tourne dans mon cerveau. Et tout tourne dans nos cerveaux. Oh mon Dieu, j'entends ma robe qui craque. Et je vois le mur qui bouge. Moi, j'ai versé le cognac Dans le bocal des poissons rouges. Demain vous ne serez pas surpris. Demain vous ne serez pas surpris. Le poisson rouge sera gris. Le poisson rouge sera gris. Oh mes amis, je vous en prie, pas tant de bruit, pas tant de cris. Pas tant de bruit, pas tant de cris. Pas trop fort, à cause du comptable. qui travaille à l'étage au-dessous. Nos transports lui sont insupportables. Chaque bruit rend le comptable fou. Bah moi j'en ai assez, je m'en vais là, allez. Oh, soudain nos amis sortent. Tu restes à mes genoux. Ton amour me transporte. Mon chéri que c'est beau, mon chéri que c'est doux. Pas trop fort, à cause du comptable. Qui s'endort À l'étage en dessous, son sommeil est lourd et Mais respectable. s'il fait grâce à nous des rêves un peu trop doux. Tant pis, viens mon chéri, le comptable on s'en fout. Oh mais oui, le comptable, on s'en fout. Oh mais oui, le comptable, on s'en fout. Jean-Pierre Gutton, dans cette émission consacrée aux méfaits du bruit, éventuellement à ses charmes, on ne pouvait pas ne pas parler de l'effort pour respecter le silence. Parler du bruit, c'est aussi parler du silence. Alors, c'est vrai que les deux mots sont liés. Parler des efforts pour respecter le silence, ça nous oblige à remonter très haut dans l'histoire. Faites. Je fais. Silence, cela signifie l'effort de l'Église pour imposer le silence aux moines. C'est une au contrainte, Moyen-Âge. c'est une contrainte, le silence. Dans les règles et en particulier à Cluny. Plus près déjà de nous, c'est l'effort du XVIIe siècle de civilité, d'apprendre à tout le monde, y compris aux petits-enfants des écoles populaires, à respecter le silence en classe. Les enseignants, fils de Jean-Baptiste de La Salle, inventent une baguette, ce qui est une baguette articulée et que l'on peut mettre dans différentes positions pour dire aux élèves ce qu'il faut faire, s'arrêter sur une faute, recommencer, relire un morceau de la ligne sans que le maître ait à prononcer le moindre mot. Cela fait partie de cet immense effort du XVIIe siècle, de la réforme catholique d'une part, mais de la monarchie aussi, pour obliger les sujets à
une vie plus intérieure, à une vie plus intériorisée, alors que la pratique, c'est plutôt une vie de plein vent. Pourquoi? Parce que il faut avoir une vie intérieure pour savoir résister aux passions, pour savoir dompter ses passions. L'homme, par le péché originel, a perdu le franc arbitre. Il y a la résistance des passions, du mal, du diable, tout ce que vous voulez, mais il garde le libre arbitre. Et ce libre arbitre, vous ne pouvez l'exercer que si vous êtes dans le calme, que si vous utilisez la raison, et c'est une raison fondamentale pour magnifier, imposer le silence. Ça, c'est le silence comme contrainte. C'est le silence comme contrainte.